tu sais lire mon visage, que tout le monde mieux, c'est le mien que tu veux. Tu me reconnais, je crois, mais on s'est jamais vu. Pourquoi je ne peux plus de toi me passer. À Paname 360, je suis avec Laura Cahen. Laura Cahen, autrice, compositrice, interprète, productrice, idéatrice de son propre imaginaire, de son propre univers, et qui a travaillé avec un duo Deux Ailes en début de carrière pour ensuite enchaîner avec une carrière solo. On lui doit Nord en 2017, Une fille en 2021 et tout récemment, de l'autre côté, en 2025. Bonjour Laura Cahen. Bonjour Alain. J'ai écouté attentivement fuser les astres partout, quitter la ville, la maison, les ombres, falaises, nulle part, je reste puisque tu pars. Et voici le diagnostic préliminaire, c'est que vous avez un riche univers, votre voix est relativement ténue, mais vous l'enrobez magnifiquement de toutes sortes d'éléments, qui soient de la dream pop, de la chanson française, de l'exploration un peu prog. Enfin, il y a toutes sortes d'éléments qui entrent en ligne de compte et vous vous réclamez de musiciennes que j'adore. Je pense à Adrienne Lenker de Big Thief, Laurie Anderson, qui est un chapitre de mon mémoire de maîtrise qui a été écrit il y a 40 ans, et Laura Marling, que j'adore aussi, qu'on a vu plusieurs fois à Montréal, est une grande autrice, compositrice, interprète folk britannique. Et aussi, on pourrait même penser, là j'extrapole à Aldous Harding par exemple. On peut penser à tout je l'adore aussi. Ouais, j'étais sûr que vous l'adoriez, même si vous ne l'avez pas cité. Puis c'est vraiment dans vos corps. Alors maintenant, qu'en dites-vous? Ce nouvel album arrive 4 ans après le précédent et là, nous sommes prêts à vous connaître une fois pour toutes parce que vous êtes déjà venu au Québec. Oui. Oui, j'adorerais revenir au Québec pour aller de l'autre côté de l'Atlantique cette fois. Effectivement, Une fille est sortie en 2021, mais ensuite, je n'ai pas rien fait pendant 4 ans parce que j'ai sorti aussi la suite d'Une fille, ça s'appelait Des filles. C'était un disque de collaboration où j'ai invité plein d'autres femmes, artistes, autrices, compositrices, interprètes à venir chanter, jouer, écrire, composer avec moi sur ce disque. Il y avait notamment Juliette Armanet, Jeanne Haddad, Johnson, Emel Matlouti, Mélissa Lavo et Pyjama. Et voilà. Et puis, j'ai fait plein de concerts. Et puis après, je me suis lancée dans cette aventure de l'autre côté avec Joséphine Stevenson et Mike Lemsey. Et on a enregistré ce disque en Angleterre, à Margate, donc dans le studio de Mike. Dans le Kent, au bord de la mer. C'était très spécial ce moment au studio parce que c'était un peu tout l'été 2023. Des sessions d'une semaine comme ça et j'allais me baigner tous les matins avant d'aller au studio et je pense que la mer, l'atmosphère de Margate qui est dans le Kent a beaucoup participé à l'écriture du disque et aussi j'avais enregistré les oiseaux, les vagues, le vent. Enfin, je trouve que ça fait partie. J'ai essayé d'intégrer les paysages dans l'écriture de ce disque, d'intégrer les sons et ouais, je suis assez contente de ça. Je trouve qu'il est vraiment associé à cet endroit. Où tu vas toute nue, donne-moi la main pour échapper.
représenter au Québec. Oui, ben ça viendra. Vous êtes déjà venu au Franco il y a plusieurs années, je crois. Je suis venue au Franco, j'ai fait plusieurs petites tournées, un petit peu partout. Aussi, j'ai fait le tour de la Gaspésie. J'étais allée à Petite-Vallée, à Tadoussac, et puis à Québec, enfin plusieurs fois. OK, vous connaissez donc. Alors donc, si on parle de Mike Lindsay, de Josephine Stevenson, qui sont vraiment des réalisateurs, réalisatrices de haut niveau, je pense que notamment à Josephine Stevenson qui a travaillé avec Damon Albarn ou encore avec Arctic Monkeys. Évidemment, c'est facile de citer ces noms très, très prestigieux, mais elle a un travail beaucoup plus considérable. Et c'est idem pour Mike Lindsay. Oui, Mike, il est cofondateur du groupe Tongue et aussi Lump avec Laura Marling, justement, dont on parlait tout à l'heure. Et moi, c'est comme ça que j'ai connu son travail. Je suis vraiment fan de ces 2 disques de Lump qu'ils ont fait tous les deux. Je les trouve très innovants et en même temps intemporels. Ils sont très très forts dans la recherche du son et c'est ça qu'on est venu chercher avec Mike, quoi. C'est Joséphine qui m'a présenté à Mike et on est tous les 3 dans le studio, on était vraiment bien et complémentaires, quoi, parce que Joséphine, qui vient de la musique classique contemporaine, avait à cœur d'être centré sur le détail, la précision des notes, la finesse de l'arrangement, des contre-chants, tout ce qui concernait vraiment la partition, on va dire. Mike, lui, il était dans la recherche sonore, il nous proposait une palette extraordinaire de justement plein de synthés analogiques, de vieilles boîtes à rythme, il nous proposait d'enregistrer sur bande, on a recréé certains instruments en chantant, il nous a enregistré, Joséphine et moi, chanter, et après on a créé un nouvel instrument avec ça, aussi avec un saxophone, et puis on a décidé ensemble de se concentrer sur un certain nombre d'instruments, de se limiter un petit peu pour que tout le disque ait une cohérence, qu'on soit toujours dans la même palette sonore si on veut. Et puis moi, je supervisais un peu tout ça. J'essayais de savoir si on allait dans la bonne direction, si on était juste en termes d'émotion, si oui, on allait dans le bon sens pour la chanson. J'avais un regard un petit peu plus au-dessus, quoi, on peut dire. Intéressant. Donc, vous aviez Joséphine Stevenson, qui a une formation classique, connaît bien la musique de création, la musique contemporaine plus sérieuse, entre guillemets, et un autre interlocuteur qui travaillait beaucoup plus avec le studio, avec les éléments analogiques, synthétiques, et donc les arrangements sont complets, c'est-à-dire que vous avez une option instrumentale élaborée et vous avez aussi une option électronique élaborée. C'est un beau mélange. Oui, c'est ça qui était génial avec ces deux-là, quoi. C'est vraiment exactement ça. Et c'est ce qui fait la différence entre cet album et les albums précédents qui sont un peu plus minces en production, mais qui sont très bons. Mais c'est plus mince, c'est beaucoup plus proche de la pop française avec de bons textes. Alors que cette fois-ci, vous avez une envergure plus internationale, je pourrais dire. Oh bah, ça me touche beaucoup, mais en tout cas, c'est vrai que j'avais envie que la musique soit anglaise et pas française, quoi. Mais c'est pour ça que c'était chouette. Bah parce que finalement, ce que j'écoute, comme on l'a cité tout à l'heure, c'est principalement des artistes anglo-saxons et qui ont souvent enregistré en Angleterre ou parfois aux États-Unis, mais mes influences principales sont aussi Radiohead, Portishead, et donc c'était un mythe pour moi, c'était assez immense pour moi de pouvoir aller enregistrer en Angleterre, quoi. Je me disais, bon, bah, je vais peut-être réussir à faire une musique proche de celle que j'écoute, et c'est vrai, je crois que on a à peu près réussi ça, quoi. Donc je suis vraiment contente. Super. Maintenant, lorsqu'on observe les titres, on scrute les textes, il est question de fusée, d'astre, d'évasion, de quitter la ville, d'aller nulle part, ou encore de regretter que l'être aimé parte, ou encore l'être convoité pourrait vous accompagner dans un voyage interstellaire. Enfin, il y a toutes sortes d'éléments qui font l'éloge de la fuite.
d'une certaine façon, Ah oui. aussi de la proximité. Parlez-moi. Oui, il y a toute une grande question un peu métaphysique sur le fait de rester ou de partir. Et de qu'est-ce qui est le plus courageux, qu'est-ce qui est le plus lâche et comment gérer le départ de l'autre et comment rester quand c'est difficile ou enfin, est-ce que c'est bien de rester ou pas? Il y a toute cette question-là. Mais bon, moi, quand j'ai créé l'album, je me posais pas vraiment cette question-là au début. J'étais plutôt souvent, quand je commence à écrire, j'écris de manière automatique. Donc, je laisse mon stylo aller pendant 20 minutes sur le papier avec un chronomètre et je m'interdis de lever le stylo. Donc là, je sors tout un tas de trucs dont j'ignorais que ça existait. Donc, c'est assez marrant. C'est une façon de faire une thérapie, je pense. Mais bon, en tout cas, souvent, j'arrive à choper 2-3 phrases de là et ça me donne un début de chanson. Puis, je modèle la chanson comme un peu de la sculpture et puis je mets de la mélodie pour faire un genre de tissage. Les 3 premiers mots m'apportent les 3 premières notes et puis les notes m'apportent les mots suivants, etc. Puis ça se construit comme ça. Puis après, quelques temps après, je me dis, tiens, de quoi j'étais en train de parler? Ah oui, oula, ça va mal. Et, et bon, voilà. Donc, il faut dire que j'étais dans une période un peu de tumulte amoureux et que le monde va de plus en plus mal. Donc, voilà. Petit à petit, les chansons se sont mises un peu ensemble les unes avec les autres. Et quand j'en ai eu 3, 4 ou 5, je me suis dit, tiens, ça raconte une histoire. J'ai envie de pousser cet arc narratif. J'ai envie de raconter un vrai truc avec tout ça. Et donc, c'est là que j'ai imaginé ce storytelling qui serait 2 femmes tombent éperdument amoureuses. Au premier regard, elles se sont jamais vues, mais là, une fois qu'elles se voient, elles ont l'impression de s'être toujours connues. Et seulement le monde est à feu et à sang à cause des crises écologiques, à cause des guerres, à cause des gouvernements qui sont de plus en plus radicaux et autoritaires et intolérants. Et donc, elles ne peuvent pas rester ici. Il faut qu'elles partent pour trouver un endroit où peut-être elles n'auraient pas de problème. Elles pourraient vivre leur amour, elles pourraient vivre tout court, elles pourraient se sauver. Donc, elles se mettent en quête de cet endroit et elles pensent que peut-être elles pourraient le trouver de l'autre côté. Ça fait partie de l'époque. En ce moment, on observe une régression marquée de l'ouverture sur la non-binarité, sur l'homosexualité. On voit que l'effet pervers des médias sociaux a fait régresser l'humanité et beaucoup de jeunes, ce qui est absolument effarant pour ça me fait faire en très, sorte très peur. que exactement. Aux États-Unis, on le voit. Donald Trump nous a dit récemment qu'il y avait c'est des hommes et des femmes et il n'y a rien entre les deux. Alors, c'est un sine qua non absolument réactionnaire et effarant et vraiment, vraiment Oui, c'est affolant, c'est vraiment terrifiant. Bon, ouais, voilà. C'est quand même une situation extrêmement trouble et vous avez le courage de maintenir la proposition et d'affirmer votre identité personnelle. Vous ne la cachez pas, c'est clair dans les vidéos, dans le texte. Aussi dans vos références, vous référez beaucoup à des femmes, c'est très important pour vous. Et en même temps, je sais que vous n'êtes pas sectaire, vous parlez de Radiohead, j'ai vu dans vos profils biographiques que vous aimez Gainsbourg, vous aimez la chanson masculine aussi, c'est pas absolument, c'est pas sectaire, c'est strictement une identification naturelle qui correspond à votre propre parcours, point final. Oui, exactement. Et je pense que c'est vital. Et puis, je pense qu'on se doit tous, hommes et femmes, de défendre les droits des femmes pour que, enfin, c'est seulement de l'humanité, comme vous le dites, c'est de l'humanisme, du féminisme, c'est vrai. Mais pour moi, je suis pour l'égalité, je suis pour qu'on vive en paix tous. J'ai pas besoin qu'on écrase les hommes, simplement qu'on arrive à vivre ensemble et qu'il n'y ait pas d'inégalités qui sont pour moi complètement absurdes. Je vois pas l'intérêt, quoi. Oui, donc vous avez une posture féministe aussi, mais en même temps, très utile, c'est pas pamphlétaire votre approche. Vous parlez de vos histoires intimes, vous parlez de votre vision du monde, mais ce n'est pas une posture éditoriale, je dirais. C'est beaucoup plus quelque chose qui est sensible
et qui témoigne du travail d'un artiste et non pas d'une politicienne ou d'une militante, mais bien d'une artiste avant tout. Bah, c'est ça, en tout cas, ça part de quelque chose de vécu, d'une histoire intime, et après, souvent, on espère que de l'intime va naître quelque chose de plus universel, mais c'est comme ça que je vois les choses. Mais c'est de parler au départ de mon expérience personnelle de femme dans ce monde qui brûle, quoi. Exactement. Et comment le voyez-vous, cet album, par rapport au précédent? Vous avez fait des filles, effectivement, vous avez bien fait de le mentionner. C'est une progression naturelle, mais on voit que votre son s'est vraiment précisé au fil du temps. Vous êtes parti d'une pop française, je ne dirais pas générique, mais pas loin. Et c'est devenu progressivement Laura Cain. Ouais, ça me touche que vous disiez ça. Bah, l'album précédent, Une fille et une partie de Défi, je l'avais réalisé avec Dan Levy, qui est la moitié de The Do, et son approche était totalement différente. Il avait voulu, lui, qu'on utilise quasiment que des instruments qui viennent de l'ordinateur. Travailler dans la boîte, dans l'ordinateur, de manière très synthétique. Et il me disait, mais si ça tient avec une machine, si ça tient avec un truc, eh ben, la chanson, elle est là, on n'a pas besoin de plus. Et il était pour l'électro vraiment minimaliste. Et à l'époque, moi qui venais du disque encore précédent, très, très réverbéré, un peu rock, mais brut, où je me cachais derrière 1000 réverbes et tout ça, j'avais trouvé que l'idée de l'électro minimaliste avec quasiment rien, assez brut et simple et juste la chanson comme ça, je trouvais ça intéressant. Donc, je suis allée là. J'ai tiré l'élastique très loin par rapport au premier album. Et là, petit à petit, je l'ai détendu pour qu'effectivement, je pense que ça me ressemble encore plus. Parce que cette fois, ben, j'ai voulu l'inverse, qu'on ne travaille pas du tout avec l'ordinateur, seulement avec des vrais instruments voilà, qu'on peut toucher, qui existent physiquement, avec lesquels on peut jouer. Mais il y a quand même ce côté un peu électronique et il y a cette simplicité. Enfin, je cherche en tout cas de plus en plus de simplicité dans mon chant, dans l'écriture, dans l'orchestration, même si c'est simple ne veut pas dire facile, mais en tout cas, j'ai envie qu'il y ait quelque chose d'assez direct. Et voilà, je pense que j'ai replacé le curseur à peu près au bon endroit pour que ça me ressemble le plus possible, effectivement. C'est une opération réussie, Laura Cain. Vous allez jouer la matière de cet album très bientôt en France, j'imagine, ou en Europe? Oui, alors là, on a joué 2 concerts à Radio France à Paris le jour de la sortie de l'album. Donc ça, c'était le vendredi 24. Et oui, c'était très intense parce que donc c'était le premier concert et là, on a joué 2 concerts d'1h15, les uns à la suite, enfin l'un à la suite de l'autre, à 20h à 22h. J'étais très émerveillée et en même temps épuisée parce que c'est la première fois, je pense, que je joue aussi rapproché 2 concerts avec autant d'enjeux. C'était particulier, mais voilà, ça s'est super bien passé. Et là, on se prépare pour aller jouer à Nancy, là où j'ai grandi. Donc ça va être une belle étape. Ensuite, on part en tournée en Angleterre. Il y a encore pas mal de dates en France au mois de mars et aussi en Allemagne, en Suisse. Voilà pour le moment et j'espère que ça va continuer et que peut-être qu'on viendra au Canada pour l'été. C'est peut-être une option. Si ce n'est pas cet été, ça va être très bientôt. Ça pourrait être très bientôt parce que cet album va faire son chemin. Ben, merci, j'espère aussi. C'est chouette. Laura Cain, je vous remercie beaucoup. Bonne continuation. Merci Alain, à bientôt. À bientôt.